Et invité de ce journal, le ministre de la Défense, Hervé Morin, bonsoir. Bonsoir. On l'a vu, vous avez fait marche arrière pour certains sites comme Mourmelon. Il a fallu que les élus se mobilisent pour que vous vous rendiez compte des problèmes que ça allait poser. Il faut d'abord revenir au fond. Pourquoi sommes-nous amenés à présenter cette grande réforme du ministère de la Défense? Pour trois raisons. La première, c'est que le mur de Berlin est tombé, que le pacte de Varsovie a disparu et que désormais le risque de guerre sur le théâtre européen n'existe plus. Et donc nous avons besoin de moins de régiments de blindés, moins de régiments d'artillerie et en revanche il y a des menaces nouvelles, le terrorisme, le risque d'instabilité majeure dans des zones notamment du bassin méditerranéen ou du golfe Persique et nous devons avoir des forces plus projetables, capables d'être plus agiles et d'être en capacité de pouvoir répondre aux crises. Mais Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que nous avons professionnalisé en 1996. Et lorsque nous avons professionnalisé, nous n'en avons pas tiré les conséquences sur les structures du ministère, l'administration et le soutien. Nous avons décidé de concentrer et de mutualiser ces moyens pour gagner des marges de manœuvre nécessaires à la modernisation et à l'équipement des forces. Ça, je l'ai signalé tout à l'heure, donc pour faire des économies et pour mieux s'adapter à la réalité du monde d'aujourd'hui. Mais pourquoi avoir revu certains points? Est-ce que vous aviez besoin de toutes les voix des élus UMP pour le Congrès lundi, pour la réforme constitutionnelle? Ça a joué dans vos choix? Ça n'est pas nous avons mené ce qui n'a jamais été fait lors des différentes restructurations menées par le ministère de la Défense. En 92, en 94 et en 96, il n'y a eu aucune concertation avec les élus. Depuis 3 mois, je rencontre les élus pour leur expliquer le sens de la réforme et par ailleurs les conséquences qui pourraient exister sur leur territoire. Nous avons mené ce dialogue et cette concertation. J'ai écouté, pour prendre l'exemple de Mourmelon, j'ai écouté l'ensemble des parlementaires et le maire de Mourmelon qui m'ont expliqué que compte tenu de la présence du camp, qu'ils avaient très peu de capacité de reconversion. Et donc nous avons décidé de réduire chaque régiment de chars d'un escadron pour maintenir les 4 régiments de chars et donc sauver le régiment de Mourmelon. Par ailleurs, vous débloquez 320 millions d'euros. Où est-ce que vous allez les trouver, ces millions? Nous avons une obligation. Cette réforme, elle est nécessaire pour l'intérêt du pays, pour la défense du pays, pour que nous ayons une défense qui soit en mesure de répondre aux crises des 10 ou des 15 prochaines années. Mais en même temps, nous avons une obligation à l'égard des territoires touchés. Nous avons une obligation, je veux dire, de reconnaissance à l'égard de ces territoires qui se sont structurés autour de leur régiment, de leur base. Donc le Premier ministre a décidé d'engager 320 millions d'euros, de prévoir des zones franches, c'est-à-dire dédouanées de charges fiscales et de charges sociales pour que des entreprises puissent s'installer. Donc c'est au privé de faire l'aménagement du territoire? Non, par ailleurs, si vous avez écouté le discours du Premier ministre ce matin, il a indiqué qu'il y aurait des déconcentrations de services de l'État pour pouvoir remplacer à un certain nombre d'endroits le départ d'établissements militaires. Donc il y a à la fois une nécessité militaire, adapter notre outil de défense, une obligation d'aménagement du territoire. C'est ce que nous allons faire à travers l'ensemble de ces mesures de compensation. Et enfin, j'allais dire, une obligation à l'égard de nos militaires eux-mêmes. Nous sommes une des grandes puissances militaires du monde. Nous avons des militaires qui sont formidables et exceptionnels. Et ils sont en droit d'attendre du pays les équipements, les moyens qui leur permettent de remplir leur mission. Et là, vous ne les aviez plus? Il est clair que compte tenu du renouvellement de l'équipement de tous nos grands programmes, nous avions besoin de dégager des marges de manœuvre. Et ce qu'a décidé le Président de la République et le Premier ministre, ça n'est pas de faire des économies, c'est de considérer au contraire que toutes les économies que nous allons effectuer sur la structure du ministère, nous allons les réinvestir dans l'équipement des forces et l'amélioration de la condition du personnel. Il n'y a pas d'économie en tant que telle. Il y a une priorité nationale qui est d'adapter et de moderniser notre outil de défense. Alors Hervé Morin, vous restez avec nous. Je voudrais qu'on revienne à présent sur l'incident, le nouvel incident qui s'est produit hier au Tricastin dans la Drôme. Le site nucléaire, la direction du site relativise la portée de cet incident. Jean-Paul Savard, Frédéric Lopp. L'incident s'est déroulé dans l'une des 4 tours pendant un arrêt de tranche, alors que le combustible avait été retiré du réacteur concerné. Des employés EDF et de sociétés extérieures y effectuaient une opération de maintenance. On a identifié 2 causes, un système de ventilation qui était défaillant
et puis une vidange d'un circuit qui s'est produit au même moment où ce système de ventilation était défaillant. 97 personnes ont été contaminées par de la poussière radioactive à des doses jugées toutefois dérisoires après consultation médicale. De toute manière, tous ces gens seront revus, sont déjà revus aujourd'hui et seront revus demain pour surveiller l'élimination par les voies naturelles de cette micro-contamination, je dis bien micro, qui n'aura aucune incidence sanitaire chez ces personnes. Les résultats des consultations médicales ont rassuré les personnels, mais le discours sécuritaire de la direction est rejeté par les scientifiques indépendants de la CRIRAD. Eux refusent la notion de risque sanitaire zéro. Donc ce sont certes des faibles doses, mais ces faibles doses ne sont pas inoffensives. Et il faut absolument que ces travailleurs puissent faire l'objet d'une déclaration d'accident du travail pour que si, dans 10 ans, dans 20 ans, ils ont un cancer ou une pathologie liée à cette contamination interne, eh bien ils puissent être correctement protégés. Incidence zéro ou pas, ce nouvel événement pointerait des dysfonctionnements dans l'organisation du travail, souvent confiés à des sous-traitants. C'est un événement qui n'aurait pas dû se passer. Des travaux de maintenance de plus en plus courts, une politique d'externalisation d'activités qui ne permet pas un renouvellement de compétences, des salariés formés, informés des dangers qu'ils peuvent subir. La CGT réclame une table ronde nationale sur l'avenir de la filière, la santé, l'emploi et les compétences professionnelles. Hervé Morin, est-ce que, comme le disent les syndicats, le recours croissant à des sous-traitants sur des sites nucléaires, des sites sensibles, est dangereux? Écoutez, je crois que Jean-Louis Borloo a eu la bonne décision. Il a demandé une enquête générale, il a demandé la transparence la plus absolue. C'est ce que les Français sont en droit d'attendre du gouvernement et c'est ce que nous aurons. Cessons de faire des procès d'intention, de considérer qu'il faut s'attaquer à telle ou telle procédure. Le travail de transparence et de contrôle qu'a demandé Jean-Louis Borloo nous permettra de répondre à tout cela. Merci beaucoup Hervé Morin d'avoir répondu à nos questions.